Merci beaucoup. Bonjour à tous. Une salutation spéciale au ministre de l'Économie et des Finances, au gouverneur, au vice-gouverneur, à tous les participants et aux membres de la presse. Comme annoncé, je vais vous entretenir sur les grandes orientations du projet de budget 2021-2022. Il faut dire que ce sera une présentation sommaire puisque, comme l'a dit le ministre, le budget est en cours de préparation et c'est à l'issue de sa finalisation que vous aurez la primeur de son contenu, notamment en termes de grande masse, de répartition sectorielle et tous les chiffres, les programmes et projets qui sont en lien avec les orientations du budget que je vais présenter. Je rappelle également que les orientations du budget sont contenues dans la lettre de cadrage, qui est une lettre circulaire adressée à l'ensemble des ordonnateurs de l'administration d'État. Parlant d'ordonnateurs, nous voyons les titulaires des institutions qui émergent au budget de l'État. Donc, ma présentation sera sur 3 points. Tout d'abord, je présenterai le contexte dans lequel le budget 2021-2022 est élaboré. Je parlerai des orientations à proprement dites pour terminer sur les perspectives macroéconomiques du budget. Il faut dire que le budget a été élaboré dans un contexte où la situation socio-économique et financière est exacerbée par des chocs internes et externes qui ont fortement impacté les finances publiques. Ils ont empêché la mobilisation normale des ressources, qu'il s'agisse de ressources internes collectées par les organismes de perception, qu'il s'agisse des ressources externes. Et le fait que la mobilisation des ressources a été en quelque sorte freinée, donc ça a eu un impact direct sur les dépenses de l'État et qu'on a dû rationaliser pour éviter des dérapages financiers qui peuvent être néfastes aux grands équilibres macroéconomiques. Donc, cette situation socio-économique et financière a perturbé également le calendrier budgétaire. Normalement, le budget 2021-2022 aurait dû être adopté avant le 1er octobre. C'est le principe de l'antériorité budgétaire qui stipule que le budget doit être adopté avant ou bien au plus tard le dernier jour qui précède l'année de sa mise en application. Donc, ce sont les troubles sociaux et politiques qui ont entraîné un non-respect du calendrier budgétaire. Et c'est ce qui a valu également les contraintes en termes de ressources et la rationalisation des dépenses qui a valu qu'on a dû adopter un budget rectificatif en fin d'exercice 2020-2021 et qui a été reconduit pour l'exercice 2021-2022. Alors, quand on reconduit un budget, il y a des conséquences vraiment négatives sur les interventions de l'État, puisque, en fait, à travers les budgets, les priorités sont définies. Quand on reconduit le budget, c'est-à-dire qu'on reconduit les mêmes priorités, alors que le contexte n'est pas toujours le même, l'environnement socio-politique ou bien macroéconomique n'est pas toujours le même. Donc, comme on a dit, c'est ce qui a valu l'adoption en cours d'exercice du budget 2021-2022, le budget sur lequel le ministère est en train de travailler. Donc, fort de tout ce que je viens de vous présenter, donc, on comprend que le budget s'inscrit dans un contexte d'urgence économique et financière. Donc, ce qui est visé comme objectif dans le budget, c'est contenir les déséquilibres macroéconomiques et financiers, s'attaquer aux grands chantiers de réforme et renouer avec la croissance. Pour ce faire, donc, les priorités suivantes sont retenues justement pour s'attaquer aux urgences. Il s'agit d'améliorer la gouvernance, qu'il s'agisse de la gouvernance juridique ou politique, et garantir un climat politique et sécuritaire serein pour faciliter la tenue d'une consultation populaire en vue de l'adoption des modifications à introduire dans la Constitution et l'organisation prochaine de nouvelles élections. L'autre priorité retenue, c'est de financer le plan
de relèvement intégré de la péninsule sud, PRIPS, et il est prévu qu'une enveloppe de 10 milliards sur les 4 années à venir sera consacrée au financement du PRIPS. Autre priorité, c'est de renforcer la mise en œuvre de la PNPPS en lui affectant une enveloppe de 3 milliards de gouttes pour les mois restants, comme le ministre l'a précisé tout à l'heure, de l'exercice fiscal en adoptant le plan d'action du PNPPS. L'autre priorité, c'est d'intervenir dans le financement des campagnes agricoles pour mitiger la hausse anticipée de l'inflation, notamment à cause des impacts de la crise géopolitique en Europe de l'Est. Donc, à côté de ces priorités, il y a des risques qu'il convient de mitiger puisque ça entraîne certains freins aux interventions de l'État pour s'adresser aux problèmes de la société. Tout d'abord, parmi les risques à mitiger, il faut citer le lourd fardeau pour le trésor public du coût des subventions des produits pétroliers, la tenue des prochaines élections qui en général s'accompagnent de troubles sociopolitiques, la prolifération des gangs armés sur le territoire national, les déplacements forcés de la population à l'intérieur du pays en raison de la violence des gangs, l'importation illégale et massive d'armes de guerre et de munitions en Haïti. Donc ce sont des risques qu'il faut mitiger si on veut que les priorités et les objectifs fixés à travers les priorités puissent être atteints. D'autres risques à mitiger, c'est l'exposition du pays au risque de catastrophes naturelles, et les cyclones, les séismes, etc. Donc c'est pour ça que le gouvernement a adopté une stratégie de financement des risques et désastres pour permettre d'apporter des réponses appropriées lorsque ces événements surviennent. L'autre risque, c'est la possibilité d'une résurgence de la pandémie Covid et l'expulsion de la déportation massive des Haïtiens en situation d'irrégularité. Donc, on a parlé des priorités, on a parlé des risques. Maintenant, on va voir proprement dit les orientations du budget 2021-2022. Donc, les orientations se tournent vers la mise en œuvre de politiques et de réformes nécessaires pour restaurer à la fois la stabilité macroéconomique et renouer avec la croissance, comme je l'ai dit tantôt. Donc, les efforts seront faits pour s'attaquer à la gestion des équilibres macroéconomiques et financiers. Pour cela, il est prévu de réduire le financement de la Banque centrale par rapport au niveau atteint et l'exercice fiscal précédent en vue de contenir l'inflation et renforcer les mesures de gestion de la politique de change. En termes de mise en œuvre de politiques de réforme, il y a le renforcement des mesures de mobilisation des ressources fiscales. Il s'agit d'adopter un plan d'élimination progressive de la subvention des produits pétroliers et d'un mécanisme de mitigation sociale dont le ministre a parlé tout à l'heure, le renforcement du couloir sécuritaire pour le transport des marchandises en provenance de la douane de Port-au-Prince, les consultations auprès des acteurs de la société civile sur le premier code fiscal haïtien, intégrant le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales dont la mise en œuvre est prévue pour l'exercice fiscal 2024-2025. D'autres réformes concernent le renforcement des mesures de mobilisation des ressources fiscales. Donc, il est prévu d'étendre le système qui est utilisé au niveau de la DGI, le Revenue Management System, à tous les bureaux de la Direction générale des impôts. Il est prévu également la poursuite de la mise en œuvre progressive du plan de rationalisation des dépenses fiscales. Également le renforcement des dispositifs informatiques des régies financières, c'est-à-dire faire en sorte que la connexion puisse être facilitée entre l'administration générale des douanes, la Direction générale des impôts et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, ce pour accroître l'échange des informations et obtenir de meilleurs résultats en matière de perception de collecte de recettes. Et d'autres mesures qui concernent la mobilisation des ressources fiscales, c'est le renforcement des structures de vérification pour une meilleure perception des droits de douane.
Toujours en termes de renforcement des mesures de mobilisation des ressources fiscales, il est prévu le suivi des accords d'échange d'informations entre les autorités douanières de la République dominicaine et celles d'Haïti, ce pour lutter contre la contrebande. Il est prévu d'accélérer également le processus de partage d'informations entre la Direction générale des impôts et l'Office national d'identification pour pouvoir mieux identifier les contribuables. Et un mécanisme de suivi pour le versement des créances des organismes autonomes au Trésor public a été déjà mis en place et ce mécanisme doit être renforcé, sera renforcé dans les jours à venir. Toujours en termes de mise en œuvre des politiques de réforme, là, il s'agit du renforcement de la gouvernance et du climat sécuritaire dans le pays. Donc, ce sera le renforcement des procédures d'octroi des marchés publics dans le cadre de l'attribution des contrats des marchés publics, la mise en œuvre du décret établissant l'obligation de présenter les informations permettant d'identifier les bénéficiaires effectifs des marchés publics et des concessions, et de l'arrêté fixant le seuil des passations des marchés publics en dessous des seuils d'intervention de la Commission nationale des marchés publics. Toujours en termes de financement de la gouvernance et du climat sécuritaire, c'est la finalisation et la publication par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif du rapport de l'audit des dépenses COVID-19, le renforcement de la capacité opérationnelle des forces de l'ordre pour lutter contre le banditisme et la prolifération des gangs armés, le renforcement de la capacité de l'administration générale des douanes à travers l'acquisition d'équipements modernes de manière à freiner l'importation illégale des armes à feu et de munitions sur le territoire, le renforcement de la capacité d'intervention de la protection civile et l'attribution d'une carte d'identification nationale à tous les enfants scolarisés. Des politiques de réforme concernent également le renforcement des programmes de protection sociale. Donc, on va assurer accélérer le processus qui vise à l'adoption de plans d'action pour le Programme national de protection et de promotion sociale, l'extension de la couverture de la base de données des personnes vulnérables liées au système d'information du ministère des Affaires sociales, qu'on appelle le CIMAST, la finalisation de l'étude sur les mécanismes de mitigation de risques sociaux liés à la réforme de la subvention des produits pétroliers et le renforcement de la lutte contre la traite des personnes. En ce qui a trait au renforcement des actions pour diminuer le risque de résurgence de la pandémie Covid, il est prévu d'intensifier la campagne de vaccination. Donc, quelles sont, pour finir, les perspectives macroéconomiques qui orientent le budget 2021-2022? Le ministre l'a dit, après des années de chute du PIB, des efforts seront faits pour au moins, comme je l'ai dit au début de la présentation, de renouer avec la croissance. Donc il est prévu une croissance du PIB de l'ordre de 0,3%, un taux de pression fiscale de 6,4%, donc en augmentation par rapport au taux qu'on avait l'année dernière, qui était de 5,7%, un taux d'inflation révisé à 27,3% en glissement annuel. On était à 13 en 2020-2021 et, comme on l'a dit tantôt, une baisse du niveau de financement de la BRH autour de 10% par rapport à celui de l'exercice 2020-2021. Voilà en gros ce que j'avais à vous présenter en termes de grandes orientations du budget 2021-2022. Je vous remercie de votre attention. Vous venez de suivre la présentation du directeur du budget du ministère de l'Économie et des Finances, Monsieur Jean-Michel Silin. Et si nous, justement, devons retenir certains mots ou certaines phrases
de cette présentation qui, justement, a concerné les grandes orientations du budget 2021-2022. Le budget s'inscrit dans un contexte d'urgence économique et financier vu le contexte socio-politique du pays. Et il y a justement des objectifs à atteindre, c'est contenir les déséquilibres macroéconomiques et financiers, s'attaquer aux grands chantiers de réforme et renouer avec justement la croissance. Sans plus tarder, nous allons faire place à la présentation des programmes sociaux du gouvernement par le ministre des Affaires sociales, M. Oné Pierrico. Et on me fait signe, s'il y a des questions, on apprend maintenant. S'il y a des questions, on peut rappeler que les deux premiers intervenants sont le ministre Michel Patrick Boisvert, qui est le titulaire du ministère de l'économie et des finances. Également, M. Jean-Michel Silin, qui est le directeur du budget du ministère de l'économie et des finances. Il y a des questions? On vous entend? Bonjour à vous tous. Je m'appelle Richard Riziger et je suis étudiant finissant en gestion des arts supérieurs de technologie. Ma question, ça va dans le sens du plan de relancement économique post-Covid qui a été élaboré par le ministère de l'économie et des finances avec le ministère de la planification et de la coopération externe. Vous venez de parler concernant toutes les choses qui vont être faites. Qu'en est-il de ce qui a été fait déjà? Donc, parce qu'on reste à dire on va faire, mais qu'en est-il de ce qui a été fait déjà? Par exemple, dans le plan de relancement post-Covid-19 qui a été élaboré par le ministère, il a été dit qu'environ 500 millions de dollars américains a été disponible par la Banque mondiale en août 2020 afin de supporter les projets. Et environ 30 millions a été disponible pour l'agriculture. Donc, qu'est-ce qui a été fait en ce sens afin d'améliorer l'agriculture? Parce que il n'est pas évident qu'on puisse voir les résultats de ces montants-là qui ont été disponibles. Ensuite, est-ce que le PS10 et le PREPOC se complémentent? Parce qu'il y avait déjà un programme de relancement économique après le Covid. Est-ce que le PS10 vient compenser les faiblesses du PREPOC? Parce que le PREPOC n'est pas encore arrivé à terme, parce que le terme du PREPOC c'est en 2023. Est-ce que le PS10 vient renforcer le PREPOC ou juste une continuité? Merci. Avant que, justement, nous permettre avec inviter nous répondre, intervenir à répondre. OK. Merci. Responsable d'une structure humanitaire dénommée CVPAD, Cercle des visionnaires professionnels en action pour le développement, également analyste de projet. Depuis 2010, je travaille sur un projet visant à faciliter la création de entreprises au profit des femmes aspirants entrepreneurs. Alors, Monsieur le ministre Boisvert, puisque votre intervention a été spécifiquement sur la péninsule du Sud, alors, je ne sais pas, vous parlez de PS-JET, aucun problème, mais afin de mettre en œuvre ce PS-JET, le projet dont vous parlez, est-ce qu'il y a déjà une enquête géostratégique en cours ou en phase de finale pouvant faciliter les objectifs spécifiques de ce PS-JET dont vous parlez, ce projet PS-JET dont vous parlez? Est-ce qu'une enquête est déjà en cours et comment vous comptez recenser ces entreprises que le PS-JET visant à financer, diriger spécialement, comme vous venez de dire, par des femmes? Et est-ce que ces femmes seront formées sur différents domaines? Parce que vous parlez de financement
Et bien que ces femmes-là, est-ce qu'elles ont vraiment une idée, qu'en est-il de l'entrepreneuriat? Et entre autres, je ne vais pas prendre trop de temps, donc c'est tout. Merci. Monsieur le ministre. Merci. Donc, je commence par la question qui a été formulée et qui parle de est-ce qu'il y aurait complémentarité entre Prépoc et PS Diet. Donc, je dois dire que Prépoc et PS Diet, il s'agit pour le Prépoc d'un plan qui a été préparé et pour répondre aux impacts de la pandémie. Donc, Prépoc, la période de couverture de ce programme, de ce plan, c'est de 2020 à 2023. Donc, par rapport à PS Diet, là, on parle d'un plan qui a été élaboré par le gouvernement. Et c'est un plan qui a été discuté avec, je dirais, pas mal d'acteurs de la société civile. Donc, ce plan a été adopté et est en phase d'implémentation. Bien entendu, étant donné qu'il s'agit d'un plan et dont les effets auraient dû être ressentis en termes d'investissement public à réaliser, et je peux dire de 2020-2021 jusqu'à aujourd'hui, donc l'État est confronté à des difficultés en termes de trésorerie qui ont en quelque sorte ralenti la mise en œuvre de ce plan, mais n'empêche que au niveau des ministères sectoriels, il y a des dépenses qui ont été réalisées et que le ministre des Finances ne peut pas, au moment où nous sommes là maintenant, vous dire le montant ou quels sont les chiffres qui ont été retenus comme dépenses au niveau des ministères sectoriels. Donc le ministère des Finances a été certes à la base avec le ministère du Plan, les porteurs, je dirais, les gens qui ont travaillé sur l'élaboration de ce plan, mais c'est un plan dont la mise en œuvre devait être assurée par l'ensemble des entités et inscrites au budget de l'État, notamment en ce qui a trait aux allocations mises à disposition de ces entités au titre d'investissement public. Donc le lien entre Prépoc et PS Diet, donc j'ai beaucoup mis l'emphase sur le Prépoc. Pour le PS Diet, il s'agit là d'un projet. Donc il n'y a pas de lien pouvant être établi entre le PS Diet et le Prépoc. Parce que le PS Diet, c'est un projet qui est financé par la Banque mondiale et qui vient renforcer le secteur privé. Donc là, quand on parle de secteur privé, il y a une composante très importante qui va être couverte à travers le PS Diet, c'est le financement des micro, petites et moyennes entreprises. Donc la zone qui a été retenue, ce n'est pas uniquement cette zone, c'est un projet qui va être implémenté sur tout le territoire national, mais l'emphase va être beaucoup plus mise sur la péninsule sud qui a été sévèrement touchée par le tremblement de terre du 14 août 2021. Donc et là, on a bien fait ressortir ce point, disant que ce sont les femmes, les entreprises dirigées par les femmes vont être priorisées. Ce n'est pas uniquement les entreprises dirigées par les femmes qui vont être concernées par le programme, mais on va donner une importance toute particulière aux entreprises qui sont dirigées par les femmes. Donc, ce qui nous met dans la position de répondre à la question
du deuxième, et je dirais de la deuxième personne. Donc, est-ce qu'il y aurait une enquête spécifique à être réalisée et avant la mise en place ou la mise en œuvre de PS-Diet? Je peux dire que PS-Diet, c'est un projet de 75 millions de dollars qui a été signé avec la Banque mondiale et dont les décaissements ne sont pas encore au rendez-vous. Donc, il y a des détails techniques qu'il convient de réaliser. Donc, c'est sûr que pour l'établissement du projet, il y a des enquêtes à être conduites. Donc, notez bien, j'ai dit qu'il s'agit d'un projet avec financement de la Banque mondiale. Donc, c'est vrai que le projet doit s'inscrire en ligne avec les priorités du gouvernement. Donc, les priorités ont été établies par le gouvernement, mais pour l'implémentation du PS-Diet, il y a des entités de l'État qui sont concernées. Donc, il y a le FDI, le Fonds de développement industriel, qui aura un rôle très important à jouer dans le cadre de ce projet. Donc, parce que la Banque mondiale va mettre les fonds, et c'est le FDI qui aura normalement à s'assurer, et je dirais, des aspects fiduciaires de ce projet. Donc, l'État établit les priorités et la Banque mondiale vient en appui avec les fonds. Et je vous dis, la composante la plus importante dans le cadre de ce projet, c'est le financement des petites, moyennes, micro, petites et moyennes entreprises. Donc, on a parlé de 4000 entreprises. Donc, c'est pour vous dire s'il y a des chiffres à être communiqués. Donc, au préalable, il y a des enquêtes qui ont été réalisées. Et c'est sur ces bases-là qu'on a pu faire des évaluations. On s'attend à ce que ce projet nous permette d'augmenter la résilience de 51 000 emplois, comme j'ai eu à dire dans mes propos. Et aussi, on s'attend à ce qu'il y ait de nouveaux jobs à être créés dans le cadre de la mise en place, dans le cadre, je dirais, de la mise en œuvre du projet PS-Diet. Et là, parlons de formation des femmes. Là, on parle d'entreprises existantes, on parle aussi d'entreprises nouvelles. Donc, c'est sûr que si on a des entreprises existantes et qui sont dirigées par des femmes, on suppose que ces femmes ont un certain niveau de préparation. Et dans le cadre de ce projet, s'il y a des entreprises qui sont gérées par des femmes et dont il y aurait, après identification, déficit ou manque de formation, donc très certainement, c'est un problème qui sera adressé dans le cadre de ce projet. Donc tout ça, c'est pour vous dire, il n'y a aucun aspect à être négligé dans, je dirais, le projet PS-Diet. Donc je me redis pour vous demander de noter qu'il s'agit d'un projet à financement Banque mondiale et pour lequel il n'y a pas encore eu de décaissement à date. Merci. S'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Vous venez de suivre le premier panel de cette 12e édition du Sommet international de la finance. Et nous avons eu comme panélistes ou invités le ministre de l'économie et des finances, M. Michel Patrick Boisvert, et le directeur du budget du ministère de l'économie et des finances, M. Jean-Michel Célin. Ils ont intervenu autour des grandes orientations du budget 2021-2022. Et nous avons retenu pour vous les objectifs de ce budget: contenir les déséquilibres macroéconomiques et financiers, s'attaquer aux grands chantiers de réforme et renouer avec la croissance. Le temps pour nous d'observer une pause. Au retour, nous allons avoir notre discussion autour du thème « La politique monétaire face aux défis de la conjoncture actuelle ».
Nous aurons comme invité M. Georges Henry, gouverneur adjoint de la Banque de la République d'Haïti. Encore une fois, vous suivez la 12e édition du Sommet international de la finance. Merci de rester accroché à cet événement financier 48 heures après, alors plus de 48 heures après son lancement. Et je rappelle le thème: financer les macro, petites et moyennes entreprises en Haïti. Nous observons une pause, on revient.